ce matin, je me lavais les dents dans ma salle de bain et je me disais, s'il y a un truc que j'aimerais pouvoir dire en une phrase, un truc intelligent, c'est si on me demande qu'est-ce que c'est la communication non violente. C'est drôle. Parce que c'est quelque chose qui a tellement pris de place dans ma vie depuis 12 ans, depuis que je l'ai rencontré, qui a tellement juste changé toute ma relation à moi, aux autres et au monde. Et, euh, et je regardais ce matin, je me disais, tiens, ça serait quoi ce matin si on me posait cette question? Et je vois vraiment quand même que pour moi, ça reste, même si ça peut être aussi un outil de communication, mais pour moi, c'est quand même juste le plus puissant outil de déconditionnement que j'ai rencontré toute ma vie. Moi, ça fait 40 ans que je suis dans des cheminements spirituels où j'ai toujours cherché qu'est-ce qui peut m'aider à me déconditionner de cette vision du monde duel avec le bien, le mal, et qu'est-ce qui peut me permettre de sortir surtout de toutes ces références extérieures qui ne me donnent pas une autoréférence, en fait, qui ne me permettent pas de sentir de moi à moi, qu'est-ce qui est juste et bon pour moi, de moi à moi, d'instant en instant, pour me rendre ma vie belle. Et je me vois encore en 2002, novembre 2002, donc ça fait 12 ans pile, là, la première matinée de mon premier module d'introduction à la communication non violente. Je vois encore l'horloge, c'était à Nice, au foyer Saint-Paul, il était 11h moins 5, et la formatrice dit un truc, et là, moi, ça fait paf, et je me dis, oh mon Dieu, c'est le chaînon manquant de tout ce que j'ai cherché toute ma vie, parce que toutes les traditions spirituelles, initiatiques, ésotériques dans lesquelles j'ai cheminé pendant des années, elles avaient toutes des valeurs super fortes qui me parlaient, qui nous parlent à tous. Hein. Comment est-ce que je peux aimer inconditionnellement, comment je peux développer voilà, de la tolérance, comment je peux... Toutes ces valeurs qui nous sont chères, et puis en même temps, au quotidien, le constat, c'est quick. J'y arrive pas du tout, je suis en train de penser quel connard. Donc il y a un gros bug entre... Je me vois à 13 ans dans la cour du lycée, comme ma petite copine de l'époque, on s'asseyait, on était mystique à l'époque, mystique chrétienne, on s'asseyait, et puis on regardait passer les gens, puis on essayait de les aimer. Parce que Jésus avait dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Puis alors on essayait, tu vois, on essayait, on regardait. Puis après on se regardait, je disais, t'arrives, Hélène? Elle dit, moi j'arrive pas bien, moi non plus, vraiment une tête de con, ça marche pas du tout. Et je voyais le décalage de toutes ces années où j'ai souffert entre mon rêve, de ce que je sentais au fond de moi, que c'était possible de vivre quand même à la fois par rapport à moi, par rapport aux autres, par rapport au monde. Et puis cette violence intérieure du monde des pensées, du monde du jugement, qui en permanence faisait clac, 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 de façon très très binaire comme ça. Et cette matinée-là, où en fait, la formatrice, ça devait être juste le moment, je pense, où elle vient de faire la causalité entre les sentiments et les besoins, et où moi je traduis ça dans ma structure intérieure en ah, là où j'ai toujours eu une causalité horizontale, c'est-à-dire je me sens parce que en fait c'est je me sens parce que j'ai besoin. Je me sens contente en ce moment, non pas parce que tu es là pour m'interviewer, mais je me sens contente fondamentalement parce que j'ai un besoin de partager la conscience. Et que alors évidemment le stimulus que tu es en cet instant où tu viens m'interviewer, ça nourrit mon besoin de partager la conscience, et en plus dans la joie, et en plus ça nourrit mes besoins de connexion, dans le rire, dans la légèreté, parce que tu es en train de me sourire, puis je vois dans tes yeux, tu n'as l'air pas trop de t'emmerder pour le moment dans cette interview. Donc tout ça, mais d'un seul coup je découvre un changement de paradigme, et c'était la première heure de la formation. J'ai dit oulala, mais ça va m'emmener où? Et en fait ça m'a emmené là où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire à un endroit où je vis plus dans un monde conditionné, je vis plus dans un monde dans lequel je crois que c'est les autres qui ont un quelconque pouvoir sur moi, et dans lequel cet outil pour moi, parce que j'ai travaillé beaucoup aussi, je suis d'une formation orthophoniste, et j'étais passionnée par la linguistique et puis par les rapports entre le langage et la psyché, et j'ai vu à quel point le langage influe sur notre pensée, sur notre façon de voir le monde. Et là, découvrir avec ce mode de communication non violente et ces 4 petites étapes qui sont toutes simples, hein, un petit couteau suisse à 4 lames, tu vois, tout simple, mais pas facile, parce que quand tu essaies juste les 4 étapes, tu prends la première, c'est faire une observation dénuée de tout jugement. Vas-y, déjà pour trier entre ce qui est et ce que tu interprètes. Et c'est pas pour rien que Krishnamurti disait que faire une observation dénuée de tout jugement serait la plus haute expression de l'intelligence humaine. C'est pas pour rien. Donc, premier point, c'est faire une observation dénuée de tout jugement. Deuxième étape du processus, se relier à mes sentiments en cet instant, des sentiments qui seraient dont je prendrais pleinement la responsabilité.
Alors qu'habituellement, ben, je me sens parce que tu, je me sens parce que il, je me sens parce que c'est toujours vers l'extérieur. Donc un sentiment dont je prends la responsabilité, et dans la cause, c'est la troisième étape, est l'un de mes besoins. Donc les besoins, tels qu'on les voit en communication non violente, les besoins, c'est des expressions fondamentales de la vie qui sont communes à tous les êtres humains. Et en fait, quand Marshall Rosenberg a modélisé ce processus, c'est parti pour lui d'un constat qui était fondateur pour lui à l'époque. Il s'appelait donc Marshall Rosenberg, et à l'époque, dans les années 60-70, quand il était tout petit, plus jeune, pardon, parce que quand il était petit, il a fondé ça dans les années 70, mais donc c'est quand il était petit. À l'époque, il y avait le procès Rosenberg aux USA. Et donc lui, un soir, en sortant de l'école, il se fait fracasser par des petits copains, soi-disant. Et dans la même journée, il raconte ça en stage, dans la même journée, il vit deux moments très marquants pour lui. Donc il sort de l'école, il se fait fracasser par une bande de gamins. Pendant qu'il est au sol, qu'il y en a un qui lui file des grands coups de pied dans le ventre, il voit que le gamin sourit, quoi, avec un rictus mauvais, il sourit de contentement de lui faire mal. Et à ce moment-là, il se demande, mais comment un être humain il peut sourire en faisant du mal à un autre être humain? Il rentre fracassé, et il rentre dans sa famille, puis Marshall vivait dans une famille clanique, où ils étaient beaucoup à la maison, et entre autres, il y avait sa tante, qui était, alors je ne sais plus si elle était hémiplégique ou tétraplégique, mais en tout cas, elle était plégique de quelque chose. Et oui, non, moi je ris de ce que tu veux. Parce que Marshall n'en a jamais parlé de façon pathétique, donc, parce que c'était joyeux, comme la façon dont ça se vivait dans sa famille, vu comment ils entraient en relation avec elle. Et donc il arrive et il voit sa tante qui était allongée, et son oncle qui donne, c'était la grande-tante, son oncle qui donne à manger, donc à sa maman, à cet oncle, et il avait ce sourire de tendresse qu'a un être humain quand il est content de prendre soin. Et Marshall, il rentre, il voit ça, et là il se pose cette question, mais comment c'est possible que l'être humain puisse à la fois sourire de contentement quand il fait du mal à un autre, et avoir ce sourire-là? Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Puis ça a été fondateur pour lui. Et de cette question-là, il s'est intéressé à la psychologie. Donc c'est comme ça qu'il est devenu psychologue. Il était élève de Carl Rogers. Et il n'était pas satisfait, en fait, même de ce que proposait la psychologie, même contemporaine, parce qu'il voyait que ça ne transformait pas fondamentalement et radicalement la façon d'un être humain d'être en relation avec lui et avec le monde. Et puis surtout, il avait une vision sociale. Et sa grande question, c'était, mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas une répartition équitable des ressources sur cette terre? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas une répartition équitable des ressources sur cette terre? Et puis il a beaucoup travaillé à ce moment-là, beaucoup étudié de choses, puis il en est arrivé à la conclusion simple, c'était il n'y a pas de répartition équitable des ressources sur cette terre, parce que les êtres humains sont coupés de leur élan naturel de contribution, les uns envers les autres. Donc il a commencé à regarder, mais qu'est-ce qui fait qu'on est coupé de notre élan de contribution? Puis là il a trouvé que c'est parce qu'on n'est plus connecté à l'endroit où on se sent pareil, où on se sent semblable. Je veux dire, là, on parle, voilà, d'ici une heure qu'on n'aura pas poté, tu peux me demander sans doute à peu près n'importe quoi, je vais te dire, ouais, je vais essayer de contribuer, j'aurai de l'élan. Puis pourquoi j'ai de l'élan? Parce qu'on est en lien, on va se sentir connecté à un endroit où, tiens, depuis que tu es arrivé, on a déjà rigolé, bon. Donc tout de suite, on se sent en lien à un endroit donc, où on a des besoins communs. Et donc il s'est dit, tiens, et si on focalisait notre attention sur le tronc commun de l'humanité, qui sont ses besoins, donc les besoins tels que les définit Marshall étant donc des élans fondateurs de la vie en nous, qui sont communs à tous les êtres humains. Donc un besoin n'est jamais conditionné à une stratégie particulière. Par exemple, j'ai un besoin d'hydratation, mais je n'ai pas besoin d'eau. L'eau, c'est la stratégie. Le vin, les glaces, ça c'est... Voilà. Donc le besoin n'est jamais relié à une personne en particulier. J'ai besoin d'amour. J'ai pas besoin que tu m'aimes. Toi, tu as une stratégie. Donc c'est une des choses qu'on apprend, c'est que on va dissocier en fait nos besoins des milliers, des milliards de stratégies qui sont possibles pour nourrir ce besoin. Et ça va nous redonner beaucoup de liberté, beaucoup de pouvoir nous rendre la vie belle, parce que si j'ai besoin que tu m'aimes, alors que tu m'aimes pas, je suis dans la merde. Alors que si j'ai besoin d'amour, et que je me souviens que tu es une des 7 milliards de stratégies possibles, juste dans le règne humain, après j'ai encore les animaux, les végétaux, les minéraux, etc., là je vais retrouver de la liberté. Et donc, il s'est dit que ça serait précieux de partager un processus dans lequel les humains pourraient redécouvrir qu'on s'affronte et on se fait violence sur des stratégies. Je veux dire, là, c'est en ce moment mon besoin de confort, on a toutes les deux un besoin de confort. Donc corporel. Donc moi le mien, il passe en général par la chaleur. Je suis du sud, donc j'ai besoin de chaleur.
Et puis toi, bah, tu es du nord, peut-être. De l'ouest. De l'ouest, voilà, tu es à l'ouest, c'est super. Et peut-être que tu aimes plus frais. Alors, si à T0, je commence à te dire, tu arrives ici, par exemple, en général, les gens arrivent, ils disent il fait chaud. Bon, moi, alors là, je leur dis non, il fait bon. Bon. Si on commence à se parler sur des stratégies, on va très vite se rentrer dedans, et puis ça pourrait devenir une guerre. Alors que si on commence à se connecter, puis tu commences à me dire, écoute, là, juste là, moi, mon besoin de confort au niveau corporel, je suis pas très confortable quand il y a cette température. Ah, je dis, c'est embêtant parce que mon propre besoin de confort corporel, là, il passe par une température plus élevée. Mais là, déjà, je suis en lien avec toi parce qu'on entend toutes les deux, c'est une question de confort. Alors là, bon, je prends un exemple où on a le même besoin, mais on pourrait avoir des besoins très très différents, genre, voilà, moi j'ai un besoin de calme, et puis il y a un gamin à côté qui a un besoin de jeu, je peux me relier à son besoin de jeu. Et lui, il peut se relier aussi à mon besoin de calme et de repos. Alors que si on part direct sur arrête de jouer avec ton ballon, petit con, mon père est de Marseille, hein, donc ça donne ça assez vite, et que lui il me dit toi arrête de m'emmerder à vouloir aller te reposer, une vieille machine, ça va pas le faire. Donc il a vraiment créé un processus en 4 étapes où la 4e étape c'est la demande, c'est bien je fais la 4e étape puis je fais un 5, tu vois, c'est magnifique, donc c'est là la 4e étape. 4e étape c'est la demande concrète, c'est une demande dans laquelle je vais essayer de contribuer à nourrir mon besoin. Puis c'est une demande, c'est-à-dire, c'est pas une exigence, donc je peux entendre un non, et c'est négociable. Donc on va ensuite danser, c'est-à-dire si je te fais une proposition, je te dis ma demande pour nourrir mon besoin, l'intention c'est que nos besoins soient mutuellement nourris. Et là on n'a pas trop cette sécurité dans le monde actuel. On est dans un monde qui a une structure de domination parce qu'on n'a pas la confiance et la sécurité, on a perdu la conscience que les êtres humains sont des êtres de contribution qui ont naturellement ils ont envie de contribuer. Si je me dis, tiens, qu'est-ce qui a le plus contribué dans une journée, c'est très souvent un moment où j'ai contribué, de par ce que je suis ou de par ce que je fais, à rendre la vie belle à un être humain. Donc, si je me souviens que c'est l'élan naturel de tout être humain, ensuite la question c'est qu'est-ce qui à T0 nous empêche de vivre cet élan de contribution? Et on va découvrir que c'est des pensées. C'est juste, j'ai des pensées et j'ai des jugements qui me coupent de sentir mes besoins et qui ne me permettent pas de pouvoir entendre les besoins de l'autre. Parce que l'autre, à ce moment-là, il me dit un truc, une stratégie qui voudrait, pour ce moment-là, qui me semble tellement à l'opposé du nourrissement de mon propre besoin du moment que je deviens juste sourd aveugle, je n'entends plus rien, je ne vois plus rien. Voilà. Et donc là, après, il y a un compromis sur les besoins, parce que j'ai été face à des gens qui, a priori, je peux reconnaître certaines personnes qui utilisent la CNV. Et notamment, je me rappelle d'un épisode où il y avait eu un petit échauffement avec quelqu'un, puis je lui avais écrit une lettre pour lui dire c'est dommage, voilà. Et j'ai eu une réponse que j'appellerais typique CNV, qui comprend peut-être pas le fondement de la CNV. C'est-à-dire que je me suis pas du tout sentie entendue. La personne m'a dit alors j'entends ceci, donc elle a répété mes phrases de mon mail, et ensuite a dit mon besoin est. Et comment, après, une fois que tu t'es connecté avec tes besoins et les besoins de l'autre, comment tu arrives à ce dialogue, notamment dans un exemple concret comme ce que tu as pris, s'il fait trop chaud et moi je trouve que... ça. Donc toi, ce que tu dis dans l'exemple que tu donnes, c'est il y a eu une tension, et puis en fait, la personne qui t'a écrit, elle a utilisé effectivement sans doute le processus de la CNV, mais elle l'a utilisé dans un de ses aspects. Donc il y a 4 étapes. Observation, sentiment, besoin, demande concrète. Et puis ensuite, il y a 2 canaux. Le canal je, qui est l'expression authentique, c'est-à-dire je vais te dire, l'expression authentique en CNV, c'est je fais les 4 étapes du processus en mode je. Et puis ensuite, il y a le reflet empathique. C'est je fais les 4 étapes en mode tu. Et s'il y a une chose qu'on comprend très vite quand on pratique la CNV, c'est que, moi je l'ai traduit comme ça, c'est ma petite expression, c'est ventre affamé d'empathie n'a pas d'oreille. Donc, si toi tu es stimulé, si on s'est frité, et puis qu'on a une tension, quand toi tu m'écris pour me dire ce qui n'a pas joué pour toi, si je passe directement en expression authentique en me disant un mix en fait, mais qui n'est pas ce que nous transmet le processus de la CNV, la CNV c'est pas je te reflète, je fais une observation sur ce que j'ai entendu directement, et puis je te dis mes besoins. Ça serait de l'expression authentique, on peut le faire. Mais s'il y a une chose qu'on apprend en communication non violente, c'est que ce qui favorise notre élan de contribution, c'est la connexion. Et il n'y a pas de connexion quand tu ne te sens pas entendue et rejointe. Donc là, en fait, il a manqué une étape, c'est qu'avant que l'autre soit en expression authentique, il soit d'abord en reflet empathique. Et qu'il te dise, Johanna, quand tu m'écris blablabla, observation,
Est-ce que tu te sens vraiment agacé et puis perplexe par rapport à mon comportement? Parce que ça n'a pas du tout nourri. Tu as besoin de connexion et puis de partage avec moi dans la fluidité. Et est-ce que c'est bien ça ce que tu me dis? Si oui, parce que bon, quand on est par mail, on n'est pas en direct, hein, donc moi souvent quand j'écris je fais ça, puis je mets si c'est bien ça, j'aimerais te partager comment moi je vis ça. Et puis en fait, quand je me relie au fait que pour toi ça n'a pas nourri tel et tel besoin chez toi, je suis atterrée en fait, parce que c'est pas ce que je voulais. Donc là je dis mes sentiments, et je dis pourquoi? Parce que ça ne nourrit pas mes besoins, moi aussi, de connexion dans la fluidité. Et je vois juste, en fait, apparemment il y a eu un quiproquo, j'ai pas bien compris à un moment ce que tu as voulu dire. Et puis je suis désolée, on peut faire un deuil aussi, c'est de dire je suis désolée parce que c'était pas mon intention. Et j'aimerais savoir, et là la demande concrète, ça va être une demande non pas d'action, mais une demande de connexion. Je vais te demander, j'aimerais savoir, c'est comment pour toi quand tu me dis? Voilà. Donc là, c'est un autre goût, évidemment, si tu te mets en lien depuis l'endroit où tu vas sur la colline de l'autre avant de raconter ce qui est sur ta propre colline, parce que sinon, c'est chacun dit la sienne. Oui, voilà. Et puis alors, on peut très bien utiliser au milieu des « je me sens parce que j'ai besoin », mais ça va donner le langage que toutes les personnes qui ont approché la CNV voilà, pas en profondeur, ça les exaspère, quoi. Ils disent mais arrêtez avec je me sens parce que j'ai besoin, rien à foutre de ton... Enfin, tu vois, on se met à se parler au fond dans le même mode que d'habitude, c'est-à-dire chacun pour soi, simplement en utilisant des mots du vocabulaire CNV, mais c'est pas ça le processus. Marshall a écrit un texte magnifique qui est sur un de mes sites, et ce texte s'appelle « La langue girafe n'est pas une langue ». Et c'est quelque chose qu'il raconte à la fin de ses stages, en fait, où il leur dit, bon voilà, maintenant qu'on a bien appris la structure de ce qui semble être une langue, j'aimerais vous donner une information, c'est pas une langue. Ça va pas être un truc qu'on fait avec sa bouche, la CNV. La CNV, c'est une intention du cœur, et qui est profondément spirituelle, puisque Marshall, à la base, il dit, moi je choisis de pratiquer ce processus, parce que je veux me traduire, et je veux pouvoir traduire tout être humain, pour qu'aucun être humain ou moi-même, mes propres pensées, n'ait le pouvoir de me couper de ce qu'il appelle « the beloved divine energy ». Il dit, moi je veux goûter que je suis l'énergie d'amour à chaque instant, et je ne veux pas que mes propres pensées ou la façon de parler d'un être humain m'empêchent de voir sa beauté ou ma beauté. Donc, à chaque fois que je vois que je suis en train de penser des horreurs, ou que le comportement d'un être humain ou ses paroles me fait penser qu'elle abrutit, j'observe que, oh là là, mon cœur est en train de se fermer. Ça me fait mal quand je pense qu'elle abrutit. Donc là, plutôt que de rester sur ma pensée qui vient de mon conditionnement, je vais regarder qu'est-ce qui est stimulé quand il fait ça, puis je vais trouver que j'ai des besoins. Tout ça, ça m'appartient. Puis ensuite, je vais commencer à faire cette danse où je vais essayer de me mettre en lien avec l'autre en lui disant, mais attends, mais quand tu fais ça, est-ce que ce qui se passe pour toi, c'est que tu te sens complètement schmuck parce que tu as un besoin de schmock qui n'est vraiment pas nourri? Est-ce que c'est ça? Oui. Ah, ok. Alors, est-ce que ça t'intéresse de savoir comment je me sens? Moi, quand tu fais ça, moi, je me sens comme ça parce que moi, j'ai mon besoin de schmick qui n'est pas tout à fait ajusté. Et ensuite, on va commencer à danser. Puis l'observation, c'est que quand deux êtres humains sont convaincus que leurs besoins peuvent être mutuellement nourris, puis tu disais tout à l'heure, avec des compromis, non. En CNV, il n'y a pas de compromis. D'accord. On ne fait pas de compromis. Le compromis, ça vient encore d'une vision conditionnée, le compromis vient d'un endroit, je dirais, où on s'assoit un peu justement sur son besoin. Mais la réalité, c'est que quand on est profondément connecté de cœur à cœur, il y a un shift à un moment qui fait que, ou mutuellement, ou l'un ou l'autre, je viens de dire la même chose, hein, ou mutuellement, ou l'un ou l'autre, ou mutuellement, ou au moins un des deux, va avoir à un moment donné un shift dans son cœur qui fait que d'un seul coup, il est tellement connecté aux besoins de l'autre qu'il a un élan de contribution qui fait que, si on regarde la résultante, dans une façon habituelle de fonctionner, on va peut-être faire un compromis qui dit, mettons, on parle de la température, t'arrives, il fait 25, tu voudrais qu'il fasse 20, on va parler en mode classique, on va faire un compromis à 22,5. Mais dans le compromis à 22,5, à 50% t'es pas contente, et moi à 50% je suis pas contente. Et je t'en veux un peu. Tu fais un peu chier d'avoir chaud, et moi aussi, toi tu considères que je fais un peu chier parce que voilà. Alors que si on est dans un endroit où on a pu se connecter de cœur à cœur, il y a un moment donné où je vais être tellement touchée à un endroit par toi en fait, par ton humanité. Il y a un moment où ça me touche, et ce qui fait que l'endroit où je vais te dire, ok, alors je suis d'accord de baisser à 22,5, donc on est au même résultat, mais moi là, la différence c'est que je suis à 100% contente. Je suis à 100% contente. Je ne suis pas à un endroit où je t'en veux et tout. Je suis connectée non seulement à mon besoin, mais je suis connectée au tien, et donc moi ça nourrit mon élan de contribuer, de prendre soin.
D'accord. Alors c'est là où il y a des grands changements de paradigme Oui, avec la CNV. la CNV, c'est pas une négociation. Ah non. La CNV, c'est se connecter à son cœur et donc à l'autre, au cœur de l'autre. Ouais. C'est savoir cette conscience que nous sommes un. Donc tout ce qui naît de ça, c'est-à-dire la conscience de l'interdépendance, et tout ce qui naît ensuite dans toutes les grandes traditions spirituelles, sont des conséquences de ça. Nous sommes un. Donc si on n'est pas en train de s'aimer, c'est qu'il y a un truc, il y a quelque chose qui s'est mis entre nous, qui vient d'un conditionnement. Et comment on va pouvoir se déconditionner à cet endroit-là? Et le processus permet ça. Donc pour moi, c'est un processus d'unification, c'est un processus, voilà, on parle beaucoup d'éveil. Enfin, moi, mon truc, mon job, ce que j'aime faire, c'est apporter la CNV dans les milieux spirituels, et particulièrement dans les milieux de spiritualité non duelle. Parce que c'est juste les milieux dans lesquels j'ai entendu le plus de dualité. C'est quoi les milieux de spiritualité non Eh duelle? bien, tous les endroits où on parle d'éveil, typiquement, tous les endroits avec les éveillés entre guillemets contemporains, style Tony Parsons, Jeff Foster, voilà, toute cette mouvance-là, Gangaji, Moji. Alors, que ce soit dans des lignées traditionnelles qui viennent d'Inde, là je viens de citer Moji et Gangaji qui sont de lignées traditionnelles d'Inde, avec Punja, et derrière Ramana Maharshi, donc que ce soit toute cette grande lignée de l'éveil qui vient de l'Inde avec la base qui est appelée l'Advaita, donc le non-deux, la non-dualité, qui est donc essayer de découvrir que nous nous percevons en permanence comme séparés. Alors, tu as l'impression de ne pas être moi en ce moment, puis moi aussi. Bon, c'est une réalité dans le monde relatif, et puis en même temps, sur un autre plan, on est un. On est un, en train de se vivre en tant que deux, en train de jouer, à se mettre au monde en tant que deux, en tant que milliards, pour relationner, pour se goûter. Alors, tous les chemins spirituels de non-dualité sont des voies très très directes dans lesquelles il n'y a pas beaucoup de pratiques qu'on peut en avoir dans beaucoup d'autres milieux spirituels, parce que la pratique principale, c'est la pratique du retournement en fait, de conscience pour découvrir mais qui regarde en cet instant, qui vit en ce moment, la célèbre phrase de Ramana Maharshi, l'investigation du qui suis-je, qui est en train d'être là. Et si à un moment donné je tourne mon attention vers ceux qui perçoivent, à un moment donné je vais découvrir que ce qui perçoit est ce qui est en train d'être tout ce qui est. Je vais le vivre en tant qu'expérience directe, pas en tant que concept fumeux. Hein. À un moment donné, c'est ce qu'on appelle l'éveil ou des expériences directes d'unité. Il y a des moments où je vais avoir des percées où au-delà de ma perception, qui fait que parce que géographiquement, je suis localisé ici, puis toi tu es localisé là en ce moment, on se perçoit comme deux personnes distinctes. Ça c'est une réalité dans le monde relatif, on est deux personnes distinctes. Mais maintenant, qui vit en tant que Johanna, qui vit en tant qu'Isabelle, c'est le même. Et à un moment donné, je vais découvrir ça. Donc, moi, ce que j'ai observé, c'est que c'était ma quête de toute une vie. Moi, je cherchais Dieu quand j'étais petite. Quand j'avais 7 ans, je cherchais Dieu. Parce qu'en fait, je ne trouvais pas que les gens savaient aimer comme moi, j'aurais aimé. Moi, je voulais un amour, un truc. J'avais pas les bras assez grands. Et puis, quand j'essayais de balancer ça aux gens, ça marchait jamais, quoi. Donc, j'ai cherché qu'est-ce qu'il y avait d'autre, puisque les gens, ça n'avait pas l'air d'aller. Les animaux, ma mère ne voulait pas que j'en ai, parce qu'elle avait peur que les poils, tout ça, ça me fasse des trucs. Bon, bref. Les végétaux, ça m'emmerdait, les cailloux bougeaient pas tellement. Donc j'ai cherché qu'est-ce qu'il y a d'autre. Dieu. Alors, Dieu, ça avait l'air bien, on ne savait pas ce que c'était, mais ça avait l'air immense et infini. Donc j'ai dit à ma mère, moi je veux Dieu. À 7 ans, ça m'a mis en joie. Et donc voilà, donc je suis rentrée dans des écoles, pas des écoles scolaires, hein, mais je suis rentrée dans des mouvements chrétiens à l'époque, très très jeune, où ça m'a conduit, voilà, quand j'avais 17-18 ans, à avoir fait des années déjà d'études de théologie, d'exégèse, de tout ce qu'on veut. J'ai beaucoup travaillé pour chercher Dieu, qui ne me parlait absolument pas, bien sûr, c'était juste voilà. Mais enfin, je cherchais, je voulais ça. Et après, bon, ça m'a fatiguée parce qu'à l'époque, le milieu chrétien dans lequel j'ai été déçue de voir un décalage entre la parole annoncée, la bonne nouvelle annoncée, le aimez-vous les uns les autres, puisque ce que je voyais vivre par ses représentants. Donc finalement, j'ai jeté le bébé, l'eau du bain, le baptême, Jésus et toute la clique avec, j'ai tout viré pendant des années. Et puis, je me suis lancée dans des voies plutôt initiatiques, ésotériques, chamaniques, druidiques, enfin tous les hic, tout ce qui est... Parce que je cherchais toujours, ce qui pourrait nourrir mon besoin d'intensité, quoi, à cet endroit-là. Et puis, voilà, puis après 20 ans dans ces chemins-là, où j'ai beaucoup reçu, en particulier avec un guide que j'ai eu il y a 20 ans, qui m'a transmis ce que j'enseigne encore un tout petit peu maintenant dans le son, mais beaucoup moins. Qui s'appelle comment ? Qui s'appelait Nicole Bartolucci, qui habite à Nice, et qui n'est pas du tout connue, qui ne veut pas être connue, voilà,
qui est un vrai enseignant, un vrai guide, et avec qui j'étais vraiment en relation guide-disciple pendant des années. Je vivais chez elle, enfin, on était vraiment en mode à l'oriental. Elle m'a transmis beaucoup de choses dans tout ce qu'elle savait faire, donc à la fois dans le son, dans le Kototama, dans le druidisme, dans le chamanisme, dans l'astrologie, enfin tout. Voilà. Donc moi j'avais beaucoup de connaissances livresques et d'écoles initiatiques dans lesquelles j'étais avant de la rencontrer, puis elle a actualisé tout ça en temps réel, en me faisant vivre les choses, en ouvrant mon cerveau qui était quand même assez pathétiquement intellectualisant et tournant en boucle sur lui-même. Donc elle a commencé un peu à me mettre au monde quand même de la réalité. Mais bon, le constat c'était que voilà, je me vois en 2002, j'ai rencontré la CNV, donc là j'ai découvert que j'étais une tête sur jambe, il me manquait un bout au milieu. Je marchais avec mes pattes vers là où me disait ma tête, et au milieu je n'étais pas connectée ni à moi ni aux autres. Enfin si, j'aimais, mais en mode je te veux, tu vois. C'était pas du tout je t'aime parce que j'ai envie de prendre soin. Et j'étais très malheureuse, quoi. Voilà. Donc j'enseignais et tout, mais moi dans ma vie relationnelle j'étais malheureuse comme les pierres. Et donc la CNV ça m'a déjà réouvert, ça m'a redonné un tronc, ça m'a redonné un espace de connexion de cœur à cœur avec moi, avec les autres. Mais voilà, je me vois en 2006, je souffrais toujours. Je voyais bien qu'il y avait un bug qui n'était pas réglé. Et donc en 2006, je me suis dit, ça suffit, maintenant, il y en a marre que je souffre, il faut que je m'éveille. Parce que à l'époque, je lisais beaucoup sur tout ça, sur l'éveil, sur la non-dualité, sur la libération du conditionnement qui crée la souffrance. Parce qu'on souffre en fait parce qu'on se perçoit comme séparé, et vu qu'on n'est plus en train de goûter que nous sommes cela, que nous sommes ce un qui est tout, on goûte en permanence un manque qu'on cherche à combler, de diverses façons, par l'autre, par la nourriture, par tout ce qu'on veut, bref. Moi j'en avais marre d'avoir mal, quoi. Donc j'ai dit non, ça suffit, il faut que je m'éveille. Donc moi j'ai toujours une stratégie unique, c'est trouver un guide. Donc j'ai pris l'annuaire, n'est-ce pas, des pages jaunes de l'éveil, qui n'existe pas. J'ai cherché, je me suis fait la tournée des grands ducs des éveillés francophones, et puis j'ai dit voilà, où c'est qu'il y en a un qui est bien. Donc j'en ai essayé un ou deux, j'ai testé pour vous. Voilà, et puis voilà, puis à un moment je suis tombée sur David Siussi, qui habite à Nice, elle habite à Cantaran. C'était un peu drôle parce que moi j'aurais été au bout du monde, j'aurais été dans les Himalayas, j'aurais été n'importe où pour retrouver un guide de cette trempe-là. Et en fait, il était à 5 minutes de chez moi. C'était délirant. Et il était là depuis des années en plus, parce qu'à Nice, il y a un petit magazine qui s'appelle Soleil Levant, de la pub pour Soleil Levant, qui fait des petites pubs sur tout ce qu'il y a des milieux spirituels de la région niçoise. Puis ça faisait des années que je voyais son petit entrefilet chaque mois. Il avait une petite colonne dedans, David Siussi, où il écrivait des choses. Puis voilà, je regardais ça de loin, ça ne m'avait jamais parlé. Puis là, d'un seul coup, c'était l'évidence, il fallait que j'aille le voir. Donc j'ai été le voir. Et puis, ouais, ça a été réglé en 10 minutes, quoi. Je l'ai vu, ça m'a fait boum, j'ai dit, bon, d'accord, ça va être lui. Voilà, je lui ai demandé si je pouvais être son disciple. Bon, il arrive, évidemment, et ça arrive beaucoup. Et puis, il m'a dit, bon, mais viens me voir, on verra. Voilà, puis ça, c'était en 2006, donc ça fait 8 ans que je travaille avec lui. Voilà, et c'est là que ça a commencé, quelque part, l'aventure de l'éveil, parce qu'il m'a ramené peu à peu, au-delà de tous les nouveaux conditionnements que j'avais mis en œuvre avec mes nouveaux systèmes de référence spirituels, ésotériques, chamaniques, je m'étais recréé un autre monde de croyances, de concepts dans lequel j'étais bien confortable, et je découvrais toujours pas ce que je suis vraiment. J'étais toujours avec une nouvelle Isabelle, alors ça c'est une Isabelle druidesse, une Isabelle tarologue, une Isabelle astrologue, une Isabelle tout ce qu'on veut, mais il y avait toujours cette image moi qui était entre ce que je suis et ce qui est, quoi. Et puis voilà, puis avec son regard bienveillant et acéré, j'aime bien les deux, parce qu'il voit tout, avec sa grande patience aussi, parce que je ne te rends pas un cadeau. Ah non, franchement, non, c'est pathétique. Le mental que j'avais, c'est terrible. Et puis en 2009, j'ai rencontré Nana Michael, qui est une grande dame, dans tous les sens du terme, elle est immense, et puis je la considère vraiment comme une grande dame en sagesse, qui a 75 ans, qui est allemande. Et je l'ai rencontrée parce qu'elle enseignait pour des personnes du réseau CNV, de formateurs et autres personnes, et elle venait nous apporter un processus thérapeutique qui s'appelle l'IFS, Internal Family System, qui est un processus thérapeutique créé par un Américain qui s'appelle Dick Schwartz, et qui est fondé donc sur une conscience qu'il y a en l'être humain des multiples aspects, et qu'il n'y a pas d'ego, en fait, puisque ego ça veut dire moi en grec, mais il y a plutôt un nous, un énéis, composé de tous ces aspects. Et Dick donc, a mis en œuvre un processus qui permet donc à la fois travailler sur
les systèmes particuliers créés entre certaines de ces parts quand nous avons des blessures, et puis sur ce qu'il appelle le self-leadership, c'est-à-dire comment le soi, qui est le je suis non altéré, peut avoir un leadership par rapport à nos multiples aspects. Et donc Nana venait de nous donner des formations sur ce processus-là qui m'a passionnée. Et puis surtout, je l'ai rencontrée, elle, et cette femme, moi tout de suite, elle m'a... Moi, à chaque fois que je rencontre un vrai grand, je suis toujours... J'adore être petite, moi. Tout de suite, je me suis inclinée et je lui ai dit, mais je veux venir travailler avec toi en individuel. Quoi. Elle me dit, ah, c'est son accent, ah, toi, tu veux te jeter dans le feu. Je dis, oui, je veux brûler. Elle dit, viens. Alors j'ai été chez elle, on a travaillé donc beaucoup sur moi, parce qu'à l'époque je n'étais pas du tout ajustée sur plein d'endroits dans ma vie personnelle. Et puis à la fin de ça, elle m'a parlé du fait que l'été, elle faisait des stages, des intensifs, qui suis-je, qui sont des stages qui ont été créés par le Charles Berner il y a, je pense, une trentaine d'années. Charles Berner, c'est un Américain qui était à fond dans le zen et tout ça, puis qui constatait qu'il n'y avait pas beaucoup d'éveil, quand même. Rapport qualité-prix, les heures passées le cul sur un coussin, pour le nombre de gens qui s'éveillent, ils disaient merde, quand même, c'est moyen. Et donc il s'est dit, qu'est-ce qui manque? Et puis il a observé que dans certaines écoles de zen, on médite face au mur, et dans d'autres, on médite face à face. Puis il constatait qu'il semblait que déjà, quand les personnes se voyaient, il y avait plus de quelque chose. Enfin, en tout cas, il a regardé qu'est-ce qui manquait, et il s'est dit qu'il manquait une interaction à un moment. Donc il s'est dit qu'il allait créer un processus, puis il a créé ce processus de ces stages intensifs qui suis-je, où de 6h du matin à 23h le soir, tu es toute la journée à faire des diades, donc ce processus qu'il a créé, dans lesquels on se demande qui suis-je, et puis à tour de rôle, et puis il y a un processus de contemplation, et c'est pas du tout qu'on va répondre avec notre tête la question qui suis-je, hein, mais on apprend un processus de contemplation qui permet justement de se tourner peu à peu, de voir apparaître, au-delà de tout ce pourquoi nous nous prenons, de découvrir qui est en train de voir tout ça. Et donc, j'ai fait ce stage en 2009 pour la première fois. Et puis c'est dans ce stage-là que j'ai eu mes premières percées d'un seul coup où tout le moteur s'est arrêté, l'identification s'est arrêtée, et d'un seul coup, l'expérience directe de vivre cette unité de ce que je suis de façon très très vaste. Et donc là, ça a changé ma vie, évidemment, à partir de là, parce que le moteur de la quête s'est arrêté. À partir de là, j'ai arrêté de chercher. Et puis, il y a quelque chose évidemment d'un calme qui s'est installé, le mental, les pensées étaient toujours là, mais comme si on avait baissé le bouton de la radio, il y avait plutôt ce grand silence qui voyait apparaître les choses, qui voyait disparaître les choses. Donc là ça a l'air super cool, hein, ce que je suis en train de raconter, donc ça a duré 2 mois, et après ça a recommencé comme d'hab, grosse agitation, en pire, puisque j'avais connu, waouh, je suis cela, j'avais vraiment vécu des moments d'expérience mystique très très vastes, donc j'étais tout ce qui est, et en percevant simultanément tout ce qui est, en étant conscient de tout ce qui est, et d'un seul coup, pouf, tu reviens dans le petit Isabelle Padovani, je dis merde. Donc là, j'ai réacheté 200 bouquins sur la non-dualité en me disant j'avais dû rater un truc et tout. Et c'est là où, puisque je suis en train de te raconter ça, parce que je partais du fait que mon job maintenant, ce que j'aime faire, c'est partager la CNV aux personnes qui sont engagées dans des processus d'éveil. C'est parce qu'entre 2009 et 2013, mais je me suis infligé une telle violence dans cette quête d'éveil, parce que je n'avais pas compris ce qu'était l'éveil en fait. Donc moi, j'avais confondu ces moments d'expérience, d'unité, qui sont c'est sûr super cool, hein. Il n'y a plus de souffrance, je suis tout ce qui est, je vois tout ce qui est, machin. Et ensuite, quand je revenais, entre guillemets, dans ma petite interface, là, je considérais que j'étais plus éveillée, puisque j'avais à nouveau des émotions pas agréables, des sensations pas agréables, des pensées pas agréables. Je me disais, faut que j'arrive à remettre en expansion. Et donc, je me suis fait beaucoup de violence à me taper dessus à chaque fois que je voyais réapparaître mon identification, à chaque fois que je voyais réapparaître l'image moi, vas-y que je te tape dessus, que je me dis il faut que j'aille contempler, il faut que je revienne dans le soir, enfin, c'était d'une violence absolue. Et puis finalement, en 2013, j'ai vécu c'était janvier-février 2013, avec ma compagne de l'époque, Sandra, j'ai vécu relationnellement un moment de désarroi de mon côté, et où j'étais très triste parce que je croyais que notre relation ne fonctionnait plus et tout, qu'elle peut-être ne m'aimait pas comme je croyais, parce que à ce moment-là, elle se demandait peut-être si c'était pas un amour spirituel qu'elle avait pour moi plus qu'un amour amoureux, ce qui était le cas en fait, hein, finalement, c'est pour ça qu'aujourd'hui on n'est plus ensemble alors qu'on s'aime plus que jamais. En fait, on a découvert à un moment que, vu qu'on s'était rencontrés dans ce stage pour l'éveil en 2009, effectivement il y avait cet élan qui était un amour
il n'y a pas de plus grand amour que celui-là. C'est le soi en train de s'aimer en tant que soi. Donc c'est un amour infini, mais qui n'a pas à un moment donné la couleur que prend l'amour amoureux. Il n'est pas personnalisé. En fait, c'est un amour qui ne cesse de grandir. On est comme ça. Mais simplement, voilà, on a découvert à un moment donné que le projet entre nous, relationnel, c'était pas un projet de couple, c'était un projet d'éveil, un projet de compagnonnage spirituel qui grandit chaque jour. Et bref, donc moi, en 2013, ça commence à apparaître cette notion-là, et moi, ça m'a complètement déstabilisée parce que c'était pour moi la chose blindée, sûre dans ma vie. C'était, ça y est, j'ai enfin trouvé la femme de ma vie, on avait acheté la maison ensemble, enfin, tu vois, c'était, voilà, tout était tracé. Et là, du coup, ça a cassé, en fait, quelque part, mon dernier morceau de conditionnement, de ce qui avait encore une croyance en une permanence quelconque, en un truc où là, on est tranquille, tu vois, là c'est posé. Et ça a tout fracassé, puis c'est comme ça que ça a commencé. D'ailleurs, les petites vidéos que j'ai faites à l'époque, ça a commencé comme ça. Je me suis réveillée un matin, puis il y a une voix en moi qui disait « Maintenant, va faire ça ». Puis ça m'a retourné vers le spirituel. Et au même moment, il y a un truc en moi qui a dit « Eh ben maintenant, je m'en fous de l'éveil. Ils vont tous se faire foutre. J'en ai marre. Ça me fatigue. » Parce que j'étais tellement en tension que ce choc supplémentaire que j'ai eu dans ma relation amoureuse de l'époque, ça m'a tellement fracassé que j'avais plus d'énergie pour continuer à aller chercher « Je suis cela » ou je sais quoi. Et j'ai dit, bah, tant pis, je ne serai pas éveillée. J'en ai marre, tant pis, je ne serai pas éveillée. Il y a déjà assez de trucs compliqués à gérer dans ma vie. Bah, je vais être ce que je suis. Écoute, on va faire avec. Je ne serai pas une éveillée, je ne serai pas éveillée. Et en fait, dans ce lâcher-prise complet sur ce qui était l'ultime bonbon spirituel, l'éveil, en fait, j'ai découvert au fil des mois, dans ce qui sortait à travers mes vidéos, d'abord que j'enregistrais seul chez moi. Ensuite, j'ai commencé à filmer les rencontres. Et là, ça a fait ce que ça fait aujourd'hui, c'est-à-dire, bam, c'est-à-dire beaucoup de gens derrière qui réagissent très très positivement, très fortement, en disant « Oh là là, mais ça nous fait tellement de bien, mais ça nous détend ». Et j'ai commencé à avoir du monde arriver dans mes stages d'une façon, bon moi à l'époque, dans mes stages, j'étais très contente quand il y avait 30 personnes, c'était un gros stage, 30 personnes, normalement je faisais 20 personnes, 30 personnes, et là en un an on est arrivé à ces folies de maintenant, où il y a 200, 300 personnes dans chaque stage, et on refuse du monde partout, les vidéos sur YouTube, ça explose, moi je suis une inconnue totale, je veux dire, sur ma chaîne, là aujourd'hui on est à 1 700 000 vues, pour une inconnue, ça fait du monde qui vient vers moi. Et quand je regardais au fil des jours, je me disais, c'est quoi ce délire? C'est très pragmatique, je me disais, quoi? Ils ont pas bien. Ils doivent les prendre pour une éveillée. Et au fil du temps, j'ai compris, j'ai dit non, en fait, ils me prennent pour rien. Je fais un truc où je dis un truc qui les détend. C'est qu'en fait, ça leur parle le langage qu'ils parlent dans les milieux spirituels, mais en même temps, j'amène cette vision de la communication non violente où, moi, mon message principal, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir être tendre avec soi. Oui, puis je pense que c'est l'authenticité aussi qu'on recherche. Ben oui, c'est ça. Et donc quelqu'un qui enquête mais qui n'y est pas ne nous parle plus autant que quelqu'un qui a tout lâché, qui dit qu'il est, quoi. Oui. Puis moi, je dis, je raconte en stage que j'ai encore mangé un paquet de meringues la veille. Des chamallows. Des chamallows. Des fois, je raconte mes conneries parce que moi, c'est ma vie, puis je suis bien comme ça. Je veux dire, j'ai plus de problème avec qui je suis. Et donc, ta relation aujourd'hui avec justement l'éveil, tu es toujours là? Parce que ça, c'est ta relation quand tu as commencé les vidéos. Aujourd'hui, je continue à écouter ce que me dit mon guide. Donc, il m'invite à aller le plus possible goûter et aimer l'apparition de ce que moi j'ai appelé l'enfant moi. J'ai arrêté de l'appeler l'histoire. J'appelle l'histoire moi pour qu'on comprenne de quoi on parle, parce que c'est effectivement une histoire qui se raconte. Mais je l'ai personnalisé en l'appelant l'enfant moi, parce que j'ai observé que quand on l'appelle l'ego, on a tendance à voir le fracasser. Quand on est dans des voies non duelles, on considère que c'est l'empêcheur de s'éveiller en rond, l'ego. Hein, pas d'ego. Donc moi je me suis vue quand même l'époque de toutes. Moi j'ai fait toutes les conneries qu'on peut faire, c'est ça qui est bien. J'ai des gens comme ça, peut-être si ça peut en inviter une ou deux. Donc moi j'ai vu l'époque où je n'osais plus parler en disant je, là, dans les vidéos. C'était donc quelque chose a été vu aujourd'hui. Voilà, ceci a été compris. Tu cherches des dépersonnalisations, tout mettre à la troisième personne, parce que sinon si je dis je, ça veut dire que je me prends pour je. Mais moi je sais qui je suis que je ne suis pas moi. Je deviens fou à un moment. Parce qu'il y a une réalité, c'est que nous, tant que nous avons un corps, on a la conscience se perçoit à travers cette position géographique précise. Donc je vais toujours me percevoir ici et pas là.
Et même au moment où j'ai vécu des grands moments d'unité, dans une expérience vraiment mystique d'éveil, où j'étais je voyais quand même tout cet univers à partir d'un point. Même si ma conscience bougeait et se déplaçait, mais il y avait quand même toujours un point qui voit. Voilà. Donc, où j'en suis aujourd'hui, je suis que je goûte la détente. Voilà, mes critères, c'est la détente, la tendresse et la joie. C'est mes 3 critères. Comment je suis détendue. Si je suis moins que détendue, je sais que je suis en train de me faire un truc qui est pas ce qui est. Je sais que je suis en train d'être en relation avec moi depuis un endroit qui pense quelque chose. Donc la détente, la tendresse, comment je suis en train d'être tendre avec moi, ou tendre avec l'autre, ou bien est-ce que je suis en train de me tendre. Juste une petite différence, c'est le même mot, ça me fascine, ça me fascine. Je suis tendre ou je me tends. Tendre, le verbe tendre, c'est le même mot que être tendre. C'est dingue. Bref, donc c'est un de mes critères, est-ce que je me tends ou est-ce que je suis tendre? Et puis le 3e critère, c'est la joie, est-ce que je m'amuse? En ce moment-là, alors je viens de me racheter, on ne les verra pas, mais il y a 12 boîtes de jeux de société, j'adore, des jeux qu'on joue à 2, des jeux de grands aussi, mais il y a des jeux de petits, j'adore jouer. Et puis je viens de me racheter une guitare, je viens de me racheter un petit synthé, parce que j'adore faire de la musique, je joue pathétiquement à mon goût, mais comme le dit Marshall Rosenberg, toute chose qui mérite d'être faite même pauvrement. Voilà. Donc moi j'ai beaucoup d'exigences sur moi, dans mon enfant moi, et après moi je vois, voilà, hier soir je chantais dans mon petit micro, sur ma petite guitare, je râlais, voilà, je chantais, je disais à Audrey c'est comment, elle me disait ouais c'est bien, moi j'étais là, je faisais une tête à chaque fois, je me disais mais qu'est-ce que t'as, c'est pas comme je veux, bon. Mais je regardais quand même, est-ce que je m'amuse? Ah oui, je m'amuse, alors je continue. Ça, c'est mes 3 critères. Et toi qui as eu t'avais un but toute ta vie, en fait, depuis que tu as 7 ans, tu as ce but énorme de l'éveil. Maintenant qu'il n'y a plus ce but, voilà, est-ce que tu as encore des objectifs et comment ils se concrétisent, sachant qu'ils ne seront jamais aussi gros que ce... J'ai des élans, si tu veux, mais le pour a disparu. C'est-à-dire, avant, c'était quand j'aurais fait ça, alors, et je fais ça pour quelque chose. Alors que là, effectivement, quand je regarde ma vie depuis 2012, qui est devenue très surréaliste, l'époque où Lara Fabian débarque en me téléphonant, enfin, où tout est devenu surréaliste, où on est devenu très proche, enfin, et ma vie est devenue surréaliste depuis, dans le sens où j'ai dépassé mes rêves d'enfant, en fait. Et quand je regardais justement ton TEDx là, sur le bonheur, et après cette vidéo, j'étais en voiture et je me disais, mais au fond, c'est quoi le bonheur pour moi, quoi? Puis je me suis rendu compte, je me demandais, est-ce que je suis heureuse, en fait? Ouais. C'est quoi le bonheur, et puis est-ce que je suis heureuse? Et en fait, je me disais, mais c'est quoi le bonheur? Mais pour moi, c'est d'être tranquille quand je ne suis pas heureuse, justement. Moi, pour moi, le bonheur, c'est découvrir que je peux être tranquille quand il n'y a pas ce qui habituellement, ce qui ne serait pas mes critères pour être heureuse. Donc bien sûr, j'ai des critères. Je préfère quand il fait chaud, quand il fait froid. Je préfère quand j'ai mangé que quand j'ai faim. Je préfère être... Voilà, tout à fait normal. Et en même temps, voilà, ma capacité qui s'est développée avec tout ça, c'est je peux être tranquille au moment où je ne suis pas heureuse. Et pour moi, c'est ça le bonheur. C'est cet espace tranquille. C'est la découverte de l'espace tranquille que nous sommes qui est pas plus joyeux d'être joyeux que triste d'être triste. Et qui n'est pas du tout indifférent. Mais c'est l'équanimité dont parlent toutes les traditions spirituelles. Je suis, donc je me goûte, je suis joyeuse, je suis triste, je suis, reste toujours. Donc le bonheur pour moi c'est goûter ce que je suis. Quand je peux goûter le je suis, quand ma joie c'est de faire l'expérience de je suis et goûter ce que je suis, tu as compris qu'on est arrivé, on est tranquille. Puisqu'il n'y a plus besoin d'un adjectif qualificatif derrière pour être bien. Si ma joie c'est être je suis. Alors justement, tu parles de l'exigence que tu as envers toi. Donc, entre le je suis... Mon enfant, moi, a des exigences. Ah d'accord. L'enfant, moi, il est toujours là. Il y a une personnalité d'Isabelle Padovani. Cette personnalité, voilà, t'es arrivé ici, t'as dit, oulala, t'as manger. Toi, j'ai une personnalité. Cette personnalité, elle a des besoins très humains qui sont fondés. Donc, il y a l'élan de vie qui nous traverse. Mais l'élan de vie nous traverse ensuite en tant que cette structure. Et cette structure, c'est une structure de survie. Donc, cette structure de survie qui se vit comme étant séparée de ce que nous sommes, elle est dans du manque. Donc elle perçoit les élans de vie
qui sont des besoins vitaux, mais les besoins du vivant ne sont pas des besoins en manque. Ils sont des aspirations à goûter encore davantage la complétude. Tu vois, c'est comme une fleur qui s'ouvre, elle ne s'ouvre pas parce qu'elle dit oh là là, elle s'ouvre. Voilà, Angelus Silesius disait la rose n'a pas de pourquoi, elle s'ouvre. C'est un mouvement, c'est comme ça. Alors que nous, c'est oh là là, il faudrait que je m'ouvre parce que si je ne m'ouvre pas. Voilà. Donc ça part d'un manque, c'est quand je serai ouvert, je goûterai. Ça part d'un manque. Mais ces besoins, même dans notre forme humaine, qui partent d'un manque, on peut redécouvrir, déjà en se focalisant sur eux plutôt que sur les stratégies, à un moment donné, on va découvrir la source qui, elle, n'a aucun manque. Mais moi, c'est pour ça, à une époque, j'aurais jamais dit dans une interview ou même dans un stage, je ne racontais pas ma vie humaine, j'allais dire. Je ne racontais pas mes manques, mes besoins, mes trucs, parce que je considérais que ce n'était pas spirituellement correct. Et c'est là où il y a une violence. C'est l'enfant, moi, est un enfant, il sera toujours un enfant. Moi, mon enfant, moi, il aime quand c'est joli d'une certaine façon, puis alors il a une telle oreille musicale que quand c'est pas joli à sa façon. Donc moi, hier, j'arrive, je m'écoute le dernier Moran, son dernier album, qui, comme d'habitude, a tombé, et derrière, moi, je chante. Bon, ben voilà, forcément, il y a un gap. Donc mon enfant, moi, lui, il a un écart qui fait qu'il n'est pas content. Et en même temps, donc, moi, avec l'enfant, moi, je fais toujours deux choses, j'en ai pas mal parlé dans mes autres vidéos. J'accueille son innocence. Il est innocent, lui, petit chou, il est traversé par des choses. Donc il est traversé par, il trouve c'est pas beau, ben, il trouve c'est pas beau, ça n'est pas son besoin de beauté, c'est son innocence. Maintenant, la deuxième chose que je fais en tant que la conscience que je suis, j'éduque son ignorance. Il est ignorant. Il est très chou, il est très innocent, donc on l'accueille, mais il est très ignorant, c'est un petit. Donc je lui rappelle, hier soir quand je suis là, je râle, bon, le petit râle, je lui donne un peu d'empathie, et ensuite je l'interroge. Je dis, ma chérie, comment c'est dans ton corps quand tu chantes la chanson? Ah ouais. Mais ça, l'enfant, moi, a tellement son attention, par exemple, focalisée sur son besoin de beauté dans ses critères, que si je l'écoute juste lui, l'enfant, moi, il va faire ce que j'ai fait des tas de fois dans ma vie. Moi, j'ai commencé la guitare, j'avais 6 ans, j'en ai 50, j'ai arrêté 20 fois. À chaque fois que j'arrive à l'endroit de ce qui, pour mon enfant, moi, n'est pas assez beau pour lui, puis où il se dit, de toute façon, j'ai pas assez travaillé de technique suffisamment longtemps pour jouer comme Jean-Félix Lalanne, pour ne pas le nommer. Et donc, du coup, voilà, il me fait arrêter. Et donc, grâce à Marshall, parce que c'est lui qui a attiré mon attention sur éduquer, gentiment, mais on l'éduque, on lui dit chérie, on lui redonne de l'information. Tu remarques ou tu remarques pas que quand tu joues, ça te fait de la joie dans ton cœur, ça te fait des vibrations dans ton corps, juste au moment où par moment tu fais cette note-là, oh, ça fait... Oh, ouais. Ah oui, bon, alors est-ce que tu es d'accord qu'on réessaye? Bon, d'accord. Et alors, ça va donner qu'en temps réel, j'ai l'enfant moi qui à chaque fois je fais la tête ou je m'arrête en disant eh merde, et voilà, mais non c'est un mi mineur, c'est pas un fa à cet endroit-là, je m'énerve, j'accueille son innocence, je lui donne une phrase d'empathie, t'es déçu, t'aurais vraiment aimé te souvenir que c'était un mi mineur et pas un fa. Oui, bon, tu n'en es pas souvenu, non, je suis trop nulle. D'accord, puis je traduis, là je fais de la CNV, je traduis ces jugements. Quand tu dis que t'es trop nulle, c'est que t'aspires vraiment à pouvoir jouer d'une certaine façon, et t'es désespéré en voyant qu'un morceau que tu joues depuis 35 ans, tu mets toujours un mi mineur à la place du fa. Est-ce que c'est ça? Oui. Donc en fait, est-ce que tu es atterré? Toi, je fais toujours la CNV, c'est sentiment besoin. Est-ce que tu es atterré parce que tu n'as plus aucune confiance en ta capacité d'évoluer à la guitare? Oui, c'est ça. Voilà. Bon. Alors, le moment où on arrive au oui, c'est ça, il fait un petit soupir, l'enfant, moi, on le câline, on lui dit ok, et maintenant on fait la 4e étape, c'est la demande concrète. Sachant que tu es désespéré parce que tu ne dois pas progresser, qu'est-ce que tu crois qui serait un petit pas pour nourrir ton besoin de progression? Je sais pas. Alors là, on l'aide. Écoute, moi je me dis que mon expérience, c'est que plus on fait quelque chose, plus on se bonifie. Est-ce que tu veux bien qu'on réessaye une fois de le jouer? Ouais. T'es pas sûr. Quand tu fais moi comme ça, j'ai l'impression que t'es pas sûr. Est-ce que c'est que t'as beaucoup de désespoir? Oui. Bon, alors est-ce que tu préfères juste rester avec ton désespoir ou on essaie de faire un petit pas? Au cas où on arriverait à se bonifier un peu. Bon, d'accord, voilà. Alors tu vois, donc, aujourd'hui, en moi, c'est beaucoup de dialogue, où je dialogue comme ça, toujours en accueillant l'innocence de mon enfant, moi, en l'éduquant, et je fais pareil avec les autres. Les êtres humains, j'accueille leur innocence. J'accueille l'innocence de mon enfant, moi, dans l'instant, c'est-à-dire je n'attends pas dans ce que j'appelle l'instant premier. L'instant premier, c'est ce qui nous arrive, on n'y peut rien. Vu que tout nous traverse. Hein.
Donc là, tu hoches la tête, tu peux rien, t'es en train de hocher la tête. Là, maintenant, tu ris. Tu vois, tous les instants premiers, ça nous traverse. Tu ne peux que constater, ah bah tiens, c'est ça qui m'est arrivé. Ah bah tiens, je viens de... Ça te traverse. Après, tu as un moment dans l'instant second, tu as un petit moment derrière où on a un petit moment de libre arbitre. On a un petit moment où on arrive à faire quelque chose sur ce qui vient de nous arriver. Et c'est dans cet instant second qu'on a le choix ou de se massacrer ou d'être tendre. Et c'est là où intervient la communication non violente. Donc pour moi, aujourd'hui, je ne me pose plus de questions. Parce que vouloir m'éveiller, ça serait encore chercher je ne sais quoi. Moi, j'ai découvert ce que je suis. Et ensuite, pour moi, maintenant, l'intérêt, c'est comment je peux me plonger dans la réalité de ce je suis qui est complet, qui est entier, pour être en relation d'une façon tendre, aimante, joyeuse, avec mon enfant moi et avec les enfants moi des autres. Voilà, et c'est un job à temps plein. Ça m'occupe. Moi j'ai mon enfant moi là qui est un peu frustré parce que franchement j'ai plein de questions qui jaillissent dans mon esprit. Et c'est vrai que ça fait un bout de temps déjà qu'on parle. Donc je pense aussi aux gens qui vont regarder une vidéo de 3 heures, je sais pas si j'ai le temps. On fera en 6 épisodes qui seront diffusés sur 10 ans. Mais bon. Sur 10 ans. Donc je vais être obligée de calmer mon esprit et peut-être te poser une dernière question parce que tu as déjà répondu d'une certaine manière au bonheur, hein, puisque tu as dit sur ce que c'était qu'être heureuse pour toi. Donc je vais finir avec une question qui est reliée aussi, puisque tu as regardé mon TEDx. Je pense que dans la spiritualité et même notre relation au bonheur, il y a une grande part qui est reliée à la mort. Et c'est étrange de finir cette interview avec cette question, mais j'aimerais bien connaître ta relation avec la mort, justement. Une très bonne relation. On est très amis. Je lui sers la pince tous les matins. J'ai une relation, non mais c'est vrai que j'ai une relation très proche avec la mort. J'y pense, je sais pas, sans doute 10 fois par jour, depuis que je suis née. Pareil. J'ai toujours été super en train de me dire, tout ça va disparaître et moi je vais disparaître. Et c'est cette conscience. Alors, c'est cette conscience. Évidemment, tout ça a changé dans l'éveil, dans tout ça. Mais le fait de découvrir que je suis la vie éternelle, le fait de découvrir que la réalité de ce que je suis n'est jamais né et donc ne mourra pas. Parce que la règle est simple, tout ce qui est né va mourir. Tout ce qui est apparu va disparaître. Alors à un moment donné, si je découvre que ce que je suis, la réalité de ce que je suis, n'est pas né. Donc, ça ne mourra pas. Alors, ça fait qu'il y a cette tranquillité, donc il n'y a plus une... Mais j'ai jamais eu peur de la mort en même temps. Hein. J'ai jamais eu peur de la mort. Au contraire, j'ai même une époque de ma vie où je la cherchais, non pas que je voulais mourir, hein, mais je rêvais du jour où je mourrais. C'était toute mon époque quand j'étais dans les milieux initiatiques, chamaniques, tout ça, parce que j'étais tellement nulle, entre guillemets, je veux dire, j'avais aucune perception, je captais rien, je voyais rien. Tout le monde faisait super voyage, j'ai vu ci, j'ai vu ça, machin. Je captais que dalle. Donc je me disais, au moins, quand je serai morte, putain, je vais voir tout ça, ça va être trop cool, tu vois. Donc c'était très joyeux, en fait. Je me disais, oh là là, puis je m'imaginais le tapis blanc, les anges, ouais, c'est Isabelle. Enfin, je me disais, ça va être vraiment un moment très très cool. Donc j'ai jamais eu peur de la mort, mais par contre, ça a pu me mettre une tension pendant certaines... Après, plus tard que ça, l'idée de disparaître quelque part. Et là, le fait de découvrir depuis 2009, de vivre cette expérience directe, que je suis la vie éternelle, ça a enlevé toute forme de tension ou de peur. Et après, par contre, il y a une réalité, c'est que ce corps, cet organisme, corps physique, émotion, pensée, va totalement disparaître. Et enfant intérieur. Et enfant, tout ça, l'enfant, moi, tout ça va mourir. Et donc ça, justement, tu me demandais tout à l'heure, mais alors, qu'est-ce que tu as comme objectif et tout. Moi, quand je suis à ce moment de ma vie, où mes rêves les plus fous se sont tous réalisés, où je suis au-delà, donc, et où je travaille plus maintenant, je travaille plus pour quelque chose, même pas pour l'argent ou pour quelque chose, je veux dire, l'argent circule parce que ça me permet de continuer à donner en abondance, parce que je suis pas millionnaire, donc si j'avais pas d'argent qui rentre, je pourrais pas offrir en abondance, par exemple, toutes mes vidéos gratuitement, tout ce que je fais gratuitement, donc ça circule, c'est ok, mais je fais pas pour ça. Et donc, depuis un endroit où je ne vis plus pour un quelque chose, c'est pour ça que je suis revenue, et encore plus ces temps-ci, à me dire, ok, comme ceci va mourir, qu'est-ce que j'ai envie de vivre pendant que je suis en vie ?
Et c'était très clair que je veux jouer, je veux m'amuser chaque jour. Donc moi, je programme mon jeu chaque jour. Je veux jouer ou de la guitare ou du synthé ou jouer à des jeux ou m'amuser. Et ensuite, j'aime partager la conscience. Donc voilà, donc moi si on me disait tu meurs demain, qu'est-ce que tu ferais de ta dernière journée, ben, je vivrais cette journée exactement telle qu'elle est, quelque chose de spécial. Je vis la vie que j'aime vivre, j'aime jouer, et j'aime partager. Donc là aujourd'hui on a partagé, ce sera ma vidéo posthume. On la ressortira, ouais. Attention pour dire la dernière vidéo, vous avez fait de rire. Voilà, donc ouais, ma relation à la mort, elle est... Et après, par rapport aux autres, tu vois, je pense à mon papa qui a 80... Quel âge il a maintenant, chouchou 95 ans, et qui part, je ne sais pas, il part pas physiquement, il est un rock, mais il a plus de mémoire, il n'a plus rien, donc on a des conversations surréalistes tous les soirs qui sont assez drôles. Mais il va mourir, il a 95 ans, donc même s'il est solide, je me dis, ok, dans 5 ans, il y a un moment, ça devient une question de chiffre, tu dis là, quand même, de toute façon. Et là, le fait de savoir que c'est inéluctable, qu'il va mourir, ben voilà, ça remet encore plus de tendresse, encore plus d'amour dans la relation. Donc, à mort, voilà, c'est étymologiquement, hein, et phonétiquement. Pour moi, le fait de se souvenir de la mort, c'est un rappel à l'amour, quoi. C'est un rappel à l'urgence d'aimer en cet instant, soi d'abord et les autres ensuite. Donc, moi, c'est un très joli thème pour conclure. C'est étonnant, mais ça l'est. Bah écoute, merci beaucoup. C'est long, mais c'est bon. J'ai pas vu passer le temps, puis j'ai adoré ton Pareil. Pareil, j'ai pas vu du tout passer le temps. Voilà, donc on est 5 ans, tu veux, pour la suite des épisodes. Ouais, on fera un deuxième. Comme ça,